C'est une émission qui traite des questions écologiques et environnementales. C'est une émission de débat qui donne la parole aux différents partenaires, la population, les organes étatiques et aussi d'autres analystes pour décortiquer l'état des lieux de la protection de l'environnement. Au Burundi et dans le monde entier, l'environnement c'est une source de la vie, d'où on appelle à tout le monde pour sa protection, pour lutter contre les actions dévastatrices qui pourraient ruiner l'humanité suite à des comportements irresponsables. Et au Burundi, quand on parle de l'environnement, plus d'un peut y entendre directement le parc national de la Kibira, une richesse inégalable de la part de sa diversité en flore et en faune qui donne au pays une place de choix dans la conservation des zones vertes. Aujourd'hui, le suivi et le contrôle régulier des aires protégées est assuré par les organes étatiques dont l'Office pour la protection de l'environnement au BPE et aujourd'hui aussi des partenaires dans ce secteur se positionnent pour apporter une contribution remarquable pour renforcer la protection de ces aires protégées, pour avoir une réelle valeur dans la biodiversité et aussi ils permettent de jouer un rôle important dans la protection du capital naturel et dans les services écosystémiques. Alors aujourd'hui, dans notre studio, qu'est-ce que nous allons parler? Nous allons parler avec l'apport des partenaires privés qui peuvent apporter quelque chose dans la protection de la nature, surtout dans la protection des parcs protégés. Et dans plusieurs pays africains, des partenaires ou bien des partenariats publics et privés s'établissent pour garantir une cogestion de ces aires protégées, mais aussi pour permettre la pérennisation des espèces en péril et garantir le développement inclusif des pays comme le Mozambique, des pays comme le Rwanda, des pays comme la RD Congo ont déjà expérimenté ce partenariat public-privé. Alors, qu'en est-il pour le Burundi? Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se faufile. Il y a la fondation Kibira, peut-être qui va être dans cette même lancée, peut-être pour appuyer les organes étatiques dans la gestion de ces aires protégées. Alors, pour en parler plus dans nos studios, comme vous avez déjà vu sur l'annonce de cette émission, nous avons deux invités dans nos studios. Le premier, c'est Théo Way. Il est le coordinateur de UNCDF. Ce n'est pas la première fois qu'il soit dans nos studios, mais aujourd'hui, il va nous parler beaucoup plus sur ce programme, peut-être ce projet de la Fondation Kibira. Soyez les bienvenus encore une fois. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. C'est un honneur aussi d'accueillir monsieur Joseph Bizimungu. Il est de l'ABN, c'est l'association burundaise pour peut-être la promotion de l'environnement. Lui aussi, c'est pas la première fois qu'il est dans nos studios. Lui aussi, qu'il soit le bienvenu dans nos studios. Merci de nous avoir invités. Comme à l'accoutumée, je suis avec mon co-animateur de cette émission, c'est Nixon Habonimana. Toi aussi, tu pourrais peut-être dire bonjour à nos auditeurs. Oui, merci. Bonjour à nos auditeurs. À la cabine technique, c'est King Leandre et celui qui nous facilite la transmission des images de cette émission, c'est Elisa Kimana. Peut-être dans quelques instants, on va démarrer par la première question avec Théo Way. Bien sûr, dans le système de la cogestion des parcs ou bien des aires protégées, comment ce programme s'établit dans d'autres pays avant peut-être d'entrer dans le vif sujet de la Fondation Kibira ici au Burundi. Okay, merci beaucoup. Je pense que vous conviendrez tous avec moi que la gestion des aires protégées est une question qui intéresse tous les acteurs, toutes les parties prenantes et pas seulement les autorités publiques. Et donc, à ce titre, pour assurer que la gestion est effectivement participative, il faut également impliquer d'autres acteurs qui ne sont pas étatiques dans les activités de conservation. Parce que le constat dans la plupart des pays, surtout africains, c'est que la conservation de la biodiversité dans des parcs ou les aires protégées était devenue une source de tension avec notamment les communautés, mais également un déficit se faisait sentir au niveau des moyens, des ressources, surtout des moyens financiers pour assurer une gestion adéquate et efficace de ces aires protégées. Et donc, c'est comme ça que des mécanismes de cogestion ont commencé à émerger.
pour impliquer beaucoup plus étroitement des acteurs privés, des ONG, notamment, qui peuvent avoir les capacités, notamment dans la mobilisation des ressources, au-delà de leurs capacités techniques, pour travailler étroitement avec l'État, avec le secteur public, pour assurer une gestion efficace de ces aires protégées. Alors, il faut dire également qu'il existe plusieurs types d'éco-gestion. Traditionnellement, ce qu'on rencontre, c'est qu'il y a des organisations qui viennent apporter un appui technique, qui travaillent, qui apportent un financement, qui travaillent au quotidien à travers des projets pour appuyer ces aires protégées. Mais ces modes a démontré des limites. C'est pourquoi à ce jour, dans beaucoup de pays africains, aujourd'hui, on dit qu'il existe plus d'une quarantaine d'accords de cogestion, justement à travers l'Afrique, pour qu'il y ait des partenariats avec des responsabilités qui dépendent de la vision du pays, pour impliquer ces acteurs dans la gestion directe de ces aires protégées. Alors, vous avez généralement, je peux dire, 3 types d'accords qui existent. Vous avez une cogestion qui est, je dirais, un peu modérée. C'est-à-dire, vous avez des partages de responsabilités entre les organisations qui assurent la gestion des aires protégées, un peu comme l'équivalent de l'OBPE dans d'autres pays, avec une structure qui peut être une ONG internationale, comme nous les connaissons, un peu comme WCS, African Pax et bien d'autres, pour essayer de partager des responsabilités dans la gestion. Ça, c'est un peu plus modéré. Vous avez une cogestion où il y a une plus grande responsabilisation de la gestion au niveau de l'aire, au niveau du partenaire privé. Et enfin, vous avez une cogestion qui est un peu plus déléguée, où la gestion totale revient, n'est-ce pas, à la structure privée qui assure l'entière gestion de l'aire protégée. C'est le cas, par exemple, d'African Pax en Centrafrique, avec une aire protégée comme Shenko, où c'est vraiment African Pax qui nomme le conservateur, qui a la responsabilité des éco-gardes et qui rend compte à l'État de la gestion de l'aire protégée. Monsieur Joseph, vous êtes de l'association qui travaille déjà dans le domaine de la protection de l'environnement. Est-ce qu'au Burundi, déjà, c'est une urgence peut-être de mettre en place ce partenariat entre celui qui assure, je dirais, la tâche de protéger, qui est les structures étatiques? Est-ce que ce partenariat est impératif ici au Burundi pour impliquer, comme il a dit, soit les associations, bien d'autres opérateurs, pour assurer cette mission de protéger ces aires protégées? Merci pour la question. Vous savez que c'est l'État qui établit la loi, mais la mise en application, ce sont la population, ce sont les organisations, c'est tout le monde qui œuvre autour de l'aire protégée. Je pense que la cogestion est impérative dans la mesure où l'État à lui seul ne peut pas protéger la Kibira ou les autres aires protégées, vu la taille de chaque aire protégée. Donc, il est impératif que les autres acteurs, que ce soit privés ou que ce soit les autres organisations, soit nationales, soit internationales, puissent appuyer l'État dans la gestion de l'aire protégée. Vous savez que vous étiez déjà, je dirais, vous travaillez déjà dans ce domaine. Y aurait-il des limites que vous avez déjà connues pour ne pas assurer votre mission tant qu'il n'y a pas ce partenariat qui est bien établi? Bien évidemment, les organisations locales que nous sommes, nous avons peu de moyens. Donc, nous sommes limités par les moyens. Si nous sommes appelés à appuyer l'État dans la protection, nous sommes limités par les moyens financiers. Par exemple, le cas présent, le projet que nous sommes en train d'exécuter, nous avons restauré par exemple 20 hectares, alors que nous aimerions faire plus. Donc nous sommes limités par les moyens, mais au niveau de la collaboration, il n'y a pas de problème.
Oui, je peux commencer à poser la question pour entrer dans une bif dans l'émission. En fait, je vais commencer à poser la question à M. Théo. En fait, vous avez l'initiative de mettre en place la Fondation Kibira. Vous venez de parler de 3 modes de gestion, de cogestion qui peuvent exister pour la cogestion des aires protégées. Quelle est la philosophie de la mise en place de la Fondation Kibira? Ok, merci beaucoup. D'abord, je veux faire un rectificatif. C'est que ce n'est pas nous, en tant que Nations Unies, qui mettons en place la fondation. Ce n'est pas notre initiative. En fait, nous venons accompagner le gouvernement burundais. En fait, on se base, Joseph l'a dit, sur la loi déjà qui existe sur les aires protégées, qui donne des opportunités d'avoir de signer des accords de cogestion. Donc il y a déjà un cadre légal qui existe et qui offre cette opportunité. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, c'est que ce sont des approches qui doivent répondre également à la vision du gouvernement. Dans beaucoup de pays africains, ces types d'accords sont signés avec des organisations internationales parce que généralement elles ont toutes les capacités, tous les moyens et tout. Mais au niveau du Burundi, il y a une particularité. C'est que la vision du gouvernement burundais, c'est que cette cogestion, et en lien notamment avec la législation, puisse se faire avec les organisations, avec les acteurs burundais. Ça, c'est déjà un élément important qu'il faut souligner, c'est que ça répond déjà à un besoin. Et donc, les Nations Unies, à travers le programme que nous appuyons, nous apportons les moyens, nous créons les conditions nécessaires pour que ce cadre puisse se mettre en place. C'est la raison pour laquelle, à travers le programme que nous coordonnons grâce au financement du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies, nous avons recruté une organisation burundaise, Communities of Hope, qui travaille en consortium avec d'autres organisations comme ABN, pour justement appuyer la mise en place d'une fondation qui va qui va entrer en accord avec l'OBPE pour la gestion de la Kibera. Alors l'idée derrière, justement, c'est que nous devons avoir à l'esprit d'abord que gérer une aire protégée, cela a un coût, ça représente un coût financier énorme. Et parfois, ce coût financier représente un poids énorme sur les budgets des États qui ont beaucoup d'autres priorités, ça il faut le dire. Et donc pour assurer une gestion efficace, c'est pas très évident de pouvoir le faire avec les appuis budgétaires. C'est pas évident de les faire avec les quelques projets des partenaires qui arrivent pour 2, 3, 4, 5 ans. C'est pas très évident, c'est pas durable. Alors la fondation, justement, à travers une plus grande conscientisation des Burundais, parce que c'est une fondation privée burundaise qui va être mise en place, va aider justement dans un processus de mobilisation des financements, dans les plaidoyers pour mettre en place des mécanismes de financement durables au niveau de la Kibera. Ces types d'initiatives existent dans d'autres pays. Mais la différence, c'est que les initiatives dans ces autres pays sont, je dirais, gérées dans un cadre international par des acteurs internationaux. Mais la particularité ici, c'est que ça sera un mécanisme, bien sûr, qui va bénéficier de l'accompagnement d'un appui technique aussi des experts internationaux, mais qui sera vraiment ancré au niveau du pays, au niveau du Burundi, pour appuyer suivant les réalités du pays. Parce que c'est cela également un élément important qu'il faut souligner. Aujourd'hui, on a beaucoup de critiques dans le monde de la conservation. On parle d'un néocolonialisme vert. Et donc, le fait d'avoir une fondation privée burundaise permet justement aux Burundais d'avoir la décision sur les orientations de gestion des conservations de la biodiversité, et la fondation va créer un cadre pour que les conditions nécessaires
un accompagnement technique, financier, puisse être mis en place. Bien sûr, avec l'appui des Nations Unies. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Monsieur Joseph Bizimungu, est-ce qu'il a déjà bien souligné que ce sera une fondation qui sera composée par des organisations locales? Est-ce que vos organisations sont bien outillées pour assurer cet accompagnement technique? Il a dit financier, mais peut-être que ça sera appuyé par d'autres financements, peut-être qui pourront venir de l'étranger pour votre cas juridiquement, mais aussi techniquement, nos associations burundaises qui vont assurer ces actions sont bien outillées. Merci. Je dirais que la fondation, dans mon entendement, le rôle principal serait de mobiliser les fonds pour la gestion de la Kibira. Ouais. Bien sûr en collaboration avec les services techniques de l'État. Ouais. Quant à nos organisations, je dirais que nous sommes prêtes à collaborer ou à mettre en application ce que la Fondation et les services techniques auront décidé. Nous sommes là pour appuyer ou bien pour exécuter les projets qui seront élaborés par la Fondation en collaboration avec les services techniques de l'État comme le BPE qui a en charge la protection des aires protégées. Comparativement à d'autres pays qu'il a bien cité, cette co-gestion est assurée par des privés mais qui proviennent de l'étranger. Pour vous, êtes-vous sûr que vous allez assurer cette tâche convenablement et parallèlement à ces autres pays? Bon, d'accord. D'abord, je ne sais pas si ce sont les organisations qui vont composer la fondation. Je pense que la fondation sera composée par plusieurs structures, des différentes structures, mais quand dont même, bien sûr les... Quand même, il a souligné que ça sera piloté par les Burundais. Oui. Ce sera piloté par les Burundais, mais comme je vous l'ai dit, la mission principale serait de mobiliser les fonds. Alors je pense que si le gouvernement a opté pour cette structure à 100% nationale, je pense qu'avec la collaboration des services techniques étatiques, je pense que ça pourra marcher. Oui, merci Joseph. En fait, il y a vraiment, je dirais, le rôle ou bien la contribution des acteurs privés dans la gestion des aires protégées. En fait, vous êtes des privés, vous êtes des organisations locales et il y a aussi l'appui des Nations Unies dans la mise en place de cette fondation. Est-ce que comment vous êtes préparé pour faire des actions vraiment qui pourraient contribuer dans la gestion de nos aires protégées au Burundi, parce que nous voyons il y a vraiment des sites touristiques qui ne fonctionnent pas quoi. Comment vous êtes préparé? La préparation n'est autre que appuyer, je dirais, avec notre expertise que nous avons, appuyer la fondation et les services techniques de l'État. Bien avant la création de la fondation, on collaborait déjà avec le BPE. Nous recevons des financements que nous recherchons nous-mêmes. Mais cette fois-ci, ces financements ne cesseront pas, mais aussi nous espérons avoir d'autres fonds en provenance de cette fondation et nous allons appuyer étroitement cette fondation. Donc, je dirais que notre préparation, c'est apporter notre expertise en matière de conservation, en matière de conservation des aires protégées. Il y a une question adressée à M. Théo. Est-ce qu'aujourd'hui, avoir peut-être les missions qui sont assignées à l'endroit de l'OBPE,
Est-ce qu'il n'y a pas risque de confusion entre les missions de cet organe étatique, mais aussi avec les missions de la Fondation, une fois déjà établies? Ok, merci beaucoup. En fait, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y aura la mise en place d'un cadre de coopération et de collaboration. Donc, la Fondation, une fois mise en place, va signer un accord de cogestion. En fait, cet accord de cogestion définit les rôles et les responsabilités de chaque partie. C'est cet accord de cogestion qui définit les degrés de responsabilités qui vont être attribués à la Fondation pour la gestion de la Kibera. Et donc, dans les discussions qui sont encore en cours, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que la première des choses, c'est que l'OBPE va garder ce qui est logique et ce qui découle de la volonté de l'État, va garder toutes ses fonctions régaliennes. Lorsqu'on parle de fonctions régaliennes, la protection, on voit notamment toutes les questions qui touchent à la gestion des gardes forestiers, toute la gestion de la lutte anti-braconnage, parce que ça relève vraiment des aspects de souveraineté de l'État. Les missions principales de l'État. Alors, la valeur ajoutée de la Fondation, au-delà de questions de mobilisation de ressources, ça sera de travailler un peu plus étroitement sur les questions de relations avec les communautés. Ça, c'est très important parce que la Fondation elle-même est l'émanation de la communauté. Et donc, les questions qui concernent le développement communautaire, qui concernent la gouvernance, vont être gérées par la Fondation. Vous avez parlé des questions de tourisme. Ça, c'est également une préoccupation assez importante. Il faut créer un cadre favorable pour le tourisme, pour l'écotourisme. Et donc, ces questions-là de mobilisation, parce que le tourisme, c'est des aspects économiques, c'est des aspects sociaux, création d'emplois. Donc, la Fondation va vraiment encore plus se focaliser sur ces questions-là et également les questions de biomonitoring, la recherche. Vous savez, la richesse de la Kibera, on parle des chimpanzés. Et donc, ce sont des domaines qui vont être objets de collaboration avec l'OBPE. Mais donc ça, ce sont des orientations générales, mais il faudra que cela soit matérialisé à travers un accord qui pourra être signé avec l'OBPE. Mais permettez-moi quand même de souligner une chose importante, c'est que les accords de cogestion avec les organisations internationales ne sont pas une mauvaise chose. J'ai moi-même travaillé pour beaucoup d'organisations en cogestion avec les aires protégées en Afrique. Mais tout ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a certainement des avantages et des inconvénients. Il y a des leçons apprises de toutes ces expériences que nous sommes en train, qui sont très utiles à l'expérience, qui vont orienter l'expérience du Burundi, qui est assez particulière, qui est assez très singulière. Et il faut le souligner également. On ne le vit pas dans beaucoup de pays. C'est vraiment de mémoire. Il n'y a pas beaucoup d'expérience. Donc, ça sera vraiment... ça va être nourri par les expériences qu'on a avec les autres types d'accords signés en Afrique. Mais aussi, vous avez déjà souligné que peut-être il y a des types d'accords qui peuvent être conclus entre les organes étatiques et ces partenaires privés. Est-ce que pourquoi, pour vous, le Burundi a choisi la co-gestion au lieu que vous avez déjà parlé peut-être au niveau du Centrafrique, qu'on a dit peut-être pour African Park d'assurer cette gestion du niveau peut-être unilatéral. Pourquoi au Burundi, la législation en vigueur a choisi une co-gestion? Est-ce que c'est elle qui est bénéfique? Oui, ça dépend du contexte du pays. Vous voyez, la Centrafrique, c'est un pays qui est très vaste. La Centrafrique fait face à des sérieux problèmes d'insécurité. Il y a des vastes pans de territoires qui ne sont pas occupés, où il n'y a pas la présence même de l'autorité de l'État. Et donc, cette approche était plus indiquée pour la Centrafrique, où African Parks assurer une certaine présence, donc apporter un gain de stabilité et évite en fait que la zone qui est protégée ne devienne un refuge pour les groupes armés. Alors que le Burundi, c'est un autre contexte. Le pays n'est pas aussi vaste, il ne connaît pas les mêmes problèmes. Donc, les accords doivent
être ancré dans les réalités et les contextes de chaque pays. Et c'est ça qui est le plus important, que de faire du copier-coller, parce que ça ne va pas répondre aux besoins du pays. Pour Joseph, il a déjà dit que peut-être les gens qui vont ou bien qui feront partie de cette fondation, peut-être qu'il doit y avoir peut-être les responsables comme de l'OPPE d'ailleurs qui vont rester avec leur mission régalienne. Pour vous, à quel degré vous souhaiteriez être représenté comme les membres des associations locales pour assurer pleinement votre rôle? Nous, en tant qu'acteurs privés, nous aimerions faire partie de la fondation. À quel degré peut-être? Je ne maîtrise pas comment peut-être la structure, de il va nous en parler, Théo. Mais peut-être que nous aurions aimé représenter les autres organisations environnementales au niveau de la fondation. Parce qu'il a dit que ça doit s'inspirer peut-être des communautés qui côtoient ces aires protégées. Effectivement, parce que nous travaillons étroitement avec les communautés. Alors, nous aimerions être l'œil de la population au niveau de la fondation, si c'était le cas. Voilà. Oui, monsieur Théo, est-ce que la fondation qui va être mise en place, c'est la fondation Kibira? Est-ce qu'il y aura des autres initiatives de mettre en place les autres fondations comme la fondation Kibira qui sera mise en place? Oui, effectivement, la fondation Kibira, c'est une première expérience, une première initiative dans le pays. Mais je pense que ça va dépendre des options que les acteurs nationaux vont dégager. Pour certains, si on met en place une fondation Kibira, ça serait également indiqué de mettre en place une fondation Ruzizi, une fondation Ruvubu, une fondation Rukoko, une fondation pour toutes les aires protégées. C'est une option. Pour d'autres, ça serait d'élargir la fondation Kibira à l'ensemble des aires protégées. Donc, ça, ce sont des discussions stratégiques qui vont un peu dépendre de comment les choses vont avancer, quelle est la meilleure option, est-ce que ça peut aller, ça peut marcher. Vous savez, permettez-moi de donner un exemple. Vous avez la fondation aujourd'hui au CAPI, en RDC par exemple, qui est une initiative très fiduciaire, c'est-à-dire pour mobilisation de ressources, mais qui se focalise aujourd'hui, je dirais, sur 3 aires protégées. Vous voyez? Donc, ça va dépendre maintenant, je dirais, de beaucoup d'aspects, capacité de mobilisation de ressources. C'est une première expérience, il faut apprendre. Est-ce qu'il faut élargir dès à présent? Est-ce que les autres organisations auront les capacités nécessaires pour bien structurer leur fondation? C'est autant de questions qu'il faudra, au fur et à mesure qu'on avance, auxquelles il faudra réfléchir pour voir quelle serait la meilleure orientation. Mais déjà, certains acteurs pensent que avoir une fondation pour l'ensemble des aires protégées serait une très bonne chose, d'autant plus que ce qu'il faut souligner, on en a parlé à la dernière émission quand j'étais là, c'est que la fondation aura un bras financier. Voilà. Et le bras financier, c'est le fonds d'investissement. Il y aura un fonds d'investissement qui va être mis en place. Ça sera, je dirais, une sorte de bras financier pour la fondation parce que les revenus du fonds d'investissement vont être injectés au niveau de la fondation pour qu'elle puisse mener ses activités. Peut-être avant d'y arriver, je voudrais savoir si vous avez déjà pensé à la structure, à la composition de cette fondation, qui seront les membres, peut-être quelles sont les organisations, quels sont les acteurs clés qui seront représentés au niveau de cette fondation, peut-être pour que chaque personne s'y trouve. Ok. Sorry. Encore une fois, revenons à la loi burundaise, parce que pour créer la fondation,
une fondation, il y a une législation qui existe. On doit s'inspirer. Et donc, la législation, et ça c'est le travail que Communities of Hope est en train de faire actuellement. Et la législation burundaise nous renseigne que pour créer une fondation, ça peut être l'œuvre d'un individu, une personne privée, de plusieurs individus, des organisations. Dans la fondation, il faut avoir un conseil de fondation. Conseil d'administration, peut-être. Conseil de fondation, voilà. qui joue le rôle de conseil d'administration, mais la loi parle de conseil de fondation, et les organes de gestion au quotidien. Alors, dans la mise en place, la première des choses, c'est qu'il faut une représentativité. La question de communauté est importante. Il faut qu'il y ait une représentativité au niveau des peuples patois qui vivent autour, doivent se sentir représentés. Il faut qu'il y ait les genres balancés, donc qu'on ait également des femmes. La dernière fois, j'avais dit qu'on ne peut pas protéger aujourd'hui durablement l'environnement sans impliquer le secteur privé. Il faut qu'il y ait des représentants du secteur privé, et il faut qu'il y ait des jeunes, et il faut qu'il y ait des acteurs qui sont impliqués sur les questions de conservation de la biodiversité. Et donc, un noyau de 5 personnalités très représentatives va permettre de créer une fondation qui va fédérer en fait tous les acteurs impliqués dans la conservation. Est-ce qu'au niveau de la fondation, il n'y a pas quelqu'un peut-être qui représenterait la structure étatique? C'est une fondation privée. Et donc, l'État n'est pas impliqué. Bien sûr, l'État va jouer son rôle de contrôle, comme c'est repris dans la loi. Mais ce sont des privés qui se mettent en place, qui se mettent ensemble pour créer une fondation qui les gère suivant les règles des organisations qui sont non gouvernementales. Les ASBL. Mais sous l'œil et le contrôle de l'État. Alors, dans le conseil de fondation, c'est là, par exemple, au-delà des membres fondateurs, qu'on devrait avoir une représentation directe des communautés. Et cela peut venir notamment des comités de protection d'Akibira qui peuvent désigner 2 personnes ou 3 personnes qui pourront siéger au niveau du conseil de fondation. Et nous savons que la Kibira, peut-être avec sa localisation géographique, la Kibira est présente dans 4 provinces. Est-ce que ces communautés qui seront présentes dans le comité, peut-être directoire de cette fondation, proviendront de ces 4 provinces, alors que nous savons que le projet actuel est actif dans la province de Kayanza? Oui. Je pense que vous savez que même s'il y a 4 provinces, par exemple, les peuples batois, on les retrouve un peu partout. Donc, s'il y a un Moutois qui est identifié, je pense qu'il va être identifié au nom des Boutois, des Mouranvia, des Banza, des Chibitoke. Les femmes, la même chose. Donc je pense que de ce point de vue, je pense qu'il n'y aura pas de difficultés majeures. Oui, mais chaque initiative a des forces et des faiblesses. Est-ce que la mise en place de la fondation, vous avez de l'expérience, vous avez travaillé beaucoup dans la cogestion, des activités de cogestion. Quelles sont les forces et les faiblesses qui pourront arriver pendant la mise en place de la fondation? Ok, déjà, je pense que le journaliste a souligné une chose en termes notamment de représentativité. Ça peut être une épine dorsale lorsque on n'arrive pas à bien se concentrer sur ce qu'on entend par représentativité. Par exemple, si on décide d'avoir 3 membres représentant les communautés et que les gens se disent il faut amener ça au niveau de province, et puis après on dirait il faut ramener ça au niveau de la commune, et puis après, donc ces questions parfois de représentativité posent de problèmes. Deuxième élément, c'est que il faut, quand vous signez un accord, c'est qu'il faut la bonne foi des parties. Il faut un engagement des parties. Ce n'est pas toujours évident. L'État qui a assuré seul la gestion d'une aire protégée puisse partager ses responsabilités avec un acteur privé. Donc s'il n'y a pas une bonne préparation, ça crée parfois des conflits. Et on l'a vu
ailleurs, suivant les types d'accords qui ont été signés. Vous avez un conservateur principal qui est de l'État et puis on nomme un conservateur adjoint qui est de la structure privée. Ouais. Et donc, il y a parfois des couacs qui arrivent. Ça cause parfois de problèmes. Et c'est pourquoi nous avons anticipé cela pour dire que les fonctions régaliennes restent à l'État. Donc, le conservateur, c'est l'État qui le nomme. Bien sûr, en ayant des critères objectifs pour s'assurer que ça sera vraiment une personne qui a toutes les compétences et toutes les capacités. Et la fondation va adjoindre un conseiller technique qui va appuyer techniquement le conservateur sur des questions qui touchent aux relations avec les communautés, l'écotourisme et le biomonitoring. Voilà. Et pour Joseph, peut-être aujourd'hui, si une fois cette fondation serait peut-être mise en marche déjà, quels sont les secteurs d'intervention qui sont clés pour vous, qui devraient être opérationnels? Pour nous, en tant qu'acteurs environnementaux, nous entendons la restauration. Je ne sais pas si le BPE a déjà fait la cartographie des zones dégradées. Donc nous aimerions intervenir dans ce sens, restaurer les zones déjà dégradées et bien visualiser les limites de la Kibira, mais aussi sensibiliser la population pour apporter un appui à cette fondation, à cette structure nouvelle, mais aussi respecter la loi qui est en vigueur sur la protection de l'environnement. Vous avez déjà travaillé peut-être en connivence avec les organes étatiques, notamment le BPE. Il a souligné des faiblesses, peut-être. Est-ce que vous pensez que cette fondation peut-être va lever toutes ces difficultés, peut-être d'être beaucoup plus présent sur le sol, peut-être d'avoir ces financements pour faciliter vos travaux qui sont déjà en cours? Bien évidemment, toutes les difficultés ne peuvent pas être levées, mais je pense que la fondation va amener à une valeur ajoutée à la protection, étant donné que c'est une cogestion et que la structure étatique garde la position régalienne. L'application de la loi. L'application de la loi. C'est-à-dire que le BPE, en tant que service technique de l'État, c'est lui qui va exprimer les besoins de l'air protégé. Et ce sont ces besoins-là pour lesquels on va chercher des moyens financiers pour les satisfaire. Je pense que alors que cette fondation est la bienvenue pour lever certains défis environnementaux. Retournons sur la mobilisation de fonds, parce qu'on a entendu que même ailleurs, je dirais la responsabilité primordiale de ces fondations, c'est de mobiliser les fonds. Comment peut-être, ou bien quelle astuce, quelles sont les structures que cette fondation va utiliser pour être utile aussi à certains protégés de la Kibira, pour apporter peut-être quelque chose, pas de nouveau, mais de grand, pour être au service de la Kibira. Okay. La première des choses, c'est qu'il faut souligner que la fondation va déployer d'abord des moyens, des mécanismes innovants de mobilisation. Parce que traditionnellement, ce qui se passe, c'est que on cherche des subventions, on écrit un projet à tel bailleur et puis il vous finance, vous consommez pendant 2 ans durant la durée du projet, 3 ans et puis c'est fini. Mais actuellement, les mécanismes sur lesquels la fondation va se baser, ce ne sera pas simplement un mécanisme de mobilisation des bailleurs pour financer des projets. Et donc, la fondation va se baser notamment sur le fonds d'investissement, qui est un mécanisme qui va inclure à la fois la mobilisation des bailleurs de fonds, mais également les acteurs du secteur privé. Alors, qui va nourrir ce fonds alors? Le fonds
d'investissement, comme je l'ai dit, ça va être nourri à travers la mobilisation des bailleurs traditionnels, bilatéraux, multilatéraux, Voilà. mais également avec le secteur privé. La différence, c'est que lorsque vous recevez une subvention d'un bailleur, vous mettez directement en œuvre des activités. Mais dans le cadre de la fondation avec les fonds d'investissement, les financements qui sont reçus ne vont pas exécuter les activités, mais ça sera investi. On va le fructifier. Voilà. Pour les multiplier peut-être. Voilà. C'est ça la différence. Ouais. On ne va pas directement, on a 500 000 $, on ne va pas directement injecter, mais les 500 000 $, on les met dans un mécanisme productif qui va permettre de générer, vous voyez, des bénéfices, des revenus qui seront par la suite réinvestis dans un cycle, je dirais, un peu plus durable. Le fonds Okapi, par exemple, c'est un fonds qui existe depuis peut-être 5 ans. Il a levé avec les contributions des bailleurs. Ouais. Ils n'ont pas utilisé cet argent directement. Ils ont investi ça sur le marché. Voilà. Et ces fonds ont commencé à générer, n'est-ce pas, des bénéfices, des revenus. Et c'est maintenant sur base d'un placement initial. Aujourd'hui, on est passé peut-être à 15 millions d'un placement initial à peut-être 25 millions, 30 millions. Ce qui vous donne la possibilité, le surplus de les réinvestir et le capital de continuer à l'investir sur le marché. Donc, c'est des mécanismes comme ça qui vont être mis en place et qui vont permettre de continuer à appuyer, n'est-ce pas, le fonctionnement de la Kibera. Bien sûr, dans un premier temps, avant que le fonds d'investissement ne puisse être mis en place, structuré, commencer à produire des résultats, on a besoin d'avoir des grants, on a besoin d'avoir des subventions. C'est ça. Et ce travail, nous sommes en train de le faire avec COH notamment, pour assurer que les premiers mois de fonctionnement de la fondation, il y a quand même des moyens pour qu'ils puissent structurer un peu tous ces éléments. Mais quelles sont alors les actions prioritaires de cette fondation une fois décrochés ces investissements? Une fois que les investissements se mettent en place, il y a, je dirais, 2 choses, ou peut-être 3. C'est d'abord appuyer les activités dans le parc. Les activités dans le parc, ça inclut notamment les infrastructures, ça inclut le personnel, les activités de lutte anti-braconnage, ça nécessite des moyens, les éco-gardes doivent aller en patrouille et autres. Il faut continuer à faire la recherche, l'habituation, notamment des chimpanzés, ça a un coût, parce que l'habituation va permettre de créer une opportunité, une fenêtre pour le tourisme et autres. Donc, il y a ces aspects-là. Deuxièmement, c'est qu'il faut développer un pipeline des projets bancables qui vont impliquer les secteurs privés dans le domaine peut-être de l'agro-industrie, dans le domaine de l'énergie ou dans le domaine du tourisme. Et ces pipelines de projets bancables financés va créer non seulement booster l'économie locale, mais ça va créer des opportunités d'emploi pour les communautés qui vivent autour. Donc vraiment, c'est un mécanisme holistique qui peut apporter un changement réellement transformationnel dans les zones autour des aires protégées. Peut-être dans le cercle des associations peut-être qui militent pour l'environnement, vous, comme vous avez dit, Joseph, peut-être dans la restauration, dans la délimitation, y aurait-il un autre aspect peut-être qui est important aussi, qui est prioritaire pour être soutenu par cette fondation d'une manière urgente quand cette fondation serait mise en place? Oui, effectivement, comme Théo l'a dit, cette fondation peut travailler sur des aspects transformationnels. Revenons d'abord sur l'investissement et la recherche de fonds. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle crédit carbone. C'est-à-dire que la fondation, en collaboration avec le BPE, pourront chercher des experts qui peuvent déterminer la quantité de carbone séquestrée par la Kibera. Et dans ces conditions, il y a des organisations ou des fondations, d'autres fondations, qui sont prêtes à financer ce volet, le crédit carbone. Concernant
l'autre élément que vous citez de ce que la fondation pourrait apporter à la population, Voilà. Je dirais que la population a besoin d'améliorer les conditions de vie au niveau de la communauté. Il a dit qu'il y aura des projets qui pourront peut-être être exercés sur le champ qui vont générer peut-être de l'emploi. Oui. À part l'emploi, la population environnante. Vous savez que cette population il y a certains services écosystémiques dont la population a besoin qui sont dans la Kibira. Alors, dans ces conditions, il faut que la fondation cherche à comment trouver des alternatives à ces ressources naturelles dont la population a besoin qui se trouvent dans la Kibira. Je pense que ça pourra marcher parce que là où la population ne peut pas bénéficier de certains services écosystémiques se trouvant dans la Kibira, il faut que cette population trouve des alternatives pour, bien évidemment, respecter les aires protégées. Mais Théo, peut-être nous avons encore peut-être 3 minutes ou 4. Est-ce qu'au niveau de la législation, est-ce qu'il y aura-t-il quelques petits aménagements à apporter au niveau de la législation en vigueur pour que peut-être l'apport, bien la contribution de cette fondation soit effective aussi, qu'elle soit beaucoup plus capitale, mais aussi bénéfique, je dirais à un niveau maximal comme vous le voudriez. Tout à fait. Donc il y a, n'est-ce pas, un cadre législatif, réglementaire qui doit être politique, qui doit être réellement adapté pour accompagner ces types d'actions et ces types d'initiatives. Nous nous basons sur l'existant, mais je pense que progressivement, il y a certainement besoin de pouvoir adapter. Je sais qu'il y a des organisations qui travaillent aussi sur ces questions pour essayer de créer un cadre beaucoup plus attractif, parce que Joseph a parlé de la question de carbone. Il y a un cadre légal et réglementaire qui doit être mis en place pour encadrer justement cette question liée au droit carbone et tout. Donc, il y a vraiment tout un arsenal également juridique, plus incitatif, plus adapté, qui devrait également accompagner l'ensemble du processus. Peut-être avant de terminer, y aurait-il peut-être un délai peut-être pour quelqu'un qui nous écoute, soit s'il est de Kayanza, y aurait-il un délai peut-être à attendre pour que la fondation Kibira soit mise en place, pour que peut-être elle commence peut-être les premiers pas, peut-être chercher des financements, bien être présent sur le terrain? Y aurait-il un délai? Si tout va bien, la fondation sera officiellement mise en place ou lancée officiellement au mois de juin de cette année. C'est-à-dire dans 2 mois. Dans 2 mois. Voilà. Peut-être si mon confrère Nexon aurait peut-être une dernière question, peut-être pour clôturer l'émission. Une dernière question, M. Théo. C'est une situation où il a peur qu'il peut donner. Qu'est-ce qui pourrait constituer la bonne pratique de sécurité publique envie d'exploiter pleinement ce type de partenariat? Oui, je pense que aujourd'hui déjà il faut voir tout ce qui se passe ailleurs. Le secteur public a tout intérêt aujourd'hui à collaborer avec les acteurs qui favorisent un cadre de développement des activités de la conservation. Vous avez aujourd'hui un pays comme le Kenya, ces aires protégées génèrent beaucoup de ressources déjà. Et donc aujourd'hui, dans un pays comme le Burundi, ce n'est pas encore le cas. Et donc la collaboration avec les structures comme une fondation peut réellement aider à placer les aires protégées du Burundi dans un espace plus compétitif sur le plan économique, mais aussi plus viable sur le plan environnemental et sur le plan social. Merci beaucoup sur cette intervention de M. Théoué. Peut-être qu'il y aurait une question pour les auditeurs aujourd'hui. Oui. La question d'aujourd'hui, c'est une seule question.
En se basant sur un exemple, nos auditeurs vont montrer la contribution des partenaires privés dans la gestion des aires protégées. Voilà, à base d'un exemple, vous allez donner la contribution du partenariat public-privé dans la gestion des aires protégées. Voilà, c'est ici que nous mettons un point final à cette émission. C'était l'émission Twitter Ibido Kikije. Mais avant de clore notre émission, peut-être nous disons merci à M. Théoué. C'est le plaisir d'être avec vous ici dans nos studios. C'est à moi de vous remercier. C'est toujours un plaisir d'être là et d'échanger avec nos auditeurs. Voilà, peut-être au mois de juin, après la mise en place de la fondation Kibira, vous serez répété le bienvenu encore. Avec le plus grand plaisir. Merci beaucoup. Nous étions encore avec Joseph Bidzimung, il est de l'association ABN, vous aussi. Je pense que vos contributions vont être intégrées peut-être au niveau de la fondation pour que la mission soit assignée d'une manière pleine. Merci beaucoup, c'est notre souhait. Merci beaucoup. Moi, j'étais avec Nixon Abonimana. À la cabine technique, c'était King Leandre. En image, c'était Liesaki Mana. Nous vous donnons un rendez-vous pour un autre vendredi. Passez une très bonne journée. Au revoir.